Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasmagorie. Aujourd'hui, nous remontons bien loin dans le temps pour arriver en plein cœur du cinéma muet dans un pays en plein changement. Bienvenue en 1925 en URSS où sortait La Grève, réalisée par le monumental Sergueï Eisenstein. Avant de parler du film, retour sur la situation en URSS il y a une centaine d'années. Le cinéma en Union soviétique n'est pas né avec la fin du gouvernement impérial en 1917, il existait déjà depuis les débuts du cinéma. Sous le règne de Nicolas II, les films se ressemblaient tous formellement. Tout y était très linéaire, sans réel dynamisme et donc sans véritable créativité. Chose importante, ces films avaient pour héros de leurs intrigues un seul type de personnage. Ce cinéma russe des années 10 était forcément très influencé par le cinéma US ainsi que par le cinéma français ou d'Europe en général. À l'époque, le peuple russe n'a aucune influence sur la politique. Il est très pauvre et la Première Guerre mondiale va accroître l'appauvrissement. C'est là que des mouvements de rébellion importants vont naître, mais l'autocratie en place refuse catégoriquement toute discussion avec ses citoyens. Bon, évidemment, tous les arts existent depuis bien longtemps alors que le cinéma a à peine 20 ans. Soit plus ou moins l'âge des personnes qui vont se mettre à cet art et le faire évoluer. Le cinéma va donc logiquement devenir porteur de la révolution bolchevique. Lénine disait lui-même que le cinéma est le plus important de tous les arts, ce qui est une intention politique extrêmement forte. Il ne faut pas oublier non plus que dans ces années-là, une écrasante majorité du peuple est analphabète. Alors proposer une idée et la déployer dans tout le pays en images sera forcément bien plus efficace que par n'importe quel autre moyen. Le cinéma va donc, et pour très longtemps, devenir à la fois un instrument de propagande en URSS, mais aussi d'éducation du peuple. Les cinéastes de cette période vont pour beaucoup expérimenter cet art, surtout au niveau du montage. Cette expérimentation sera d'autant plus forte que certains comme Dziga Vertov, qui est le plus radical d'entre tous, vont refuser l'héritage de l'ancien régime. Vertov va donc se passer de scénario, d'acteurs professionnels ou encore d'intertitres. Son désir est de filmer la vie telle qu'elle est, sans autre artifice que le montage. C'est un pionnier du cinéma documentaire, et 100 ans après, ses films sont toujours aussi percutants et formellement incroyables, son film le plus connu étant L'homme à la caméra. L'une des choses les plus importantes à savoir dans les années 20 en URSS, c'est que les politiques ne peuvent clairement pas tout contrôler. L'art cinématographique est en plein développement, alors évidemment il y a de la censure, mais elle n'est pas absolue. Si le cinéma soviétique ne contient que des films de propagande dans cette période-là, la raison est simple. Pendant ces quelques années, le politique et le culturel ont été en harmonie. On faisait la révolution sur le plan politique comme sur le plan culturel. Bon, le décor étant à peu près bien planté, nous allons parler du cas qui nous intéresse aujourd'hui, Sergueï Mihailovitch Eisenstein. Alors il est né en 1898 à Riga, en Lettonie, qui fait partie de l'Empire russe. Donc il est né dans une famille aisée qui va lui permettre de voyager très tôt en Europe, d'apprendre plusieurs langues comme l'anglais ou le français. C'est donc quelqu'un de vraiment privilégié de par sa condition de vie, et en plus de ça, il est fils unique. Il quitte Riga en pleine révolution pour rejoindre Saint-Pétersbourg et ainsi assister aux révolutions de février et d'octobre 1917. Il va très vite rejoindre les Rouges et devenir dans un premier temps décorateur de théâtre au sein du Prolet Cool. C'est au sein de ce théâtre qu'il diffusera en 1923 son tout premier film, un court-métrage d'à peine 5 minutes, Le Journal de Gloumov. Chose très importante, en 1924, il va participer au remontage d'un film de Fritz Lang, Le Docteur Mabuse, et il va découvrir toute la puissance du montage. Il lui apparaît alors évident que par le biais du cinéma, il est tout à fait possible de modifier la réalité ou de montrer ce qui peut sembler invisible. Il se lance ainsi à corps perdu dans le cinéma dès 1924 avec son premier long métrage qu'il termine début 1925, La Grève, qui montre donc une grève à l'époque tsariste, film qui va connaître un succès immédiat. La Grève va marquer le début de la période la plus exceptionnelle du cinéma d'Eisenstein. Il enchaînera la même année en 1925 avec Le Cuirassé Potemkin, en 1927 avec Octobre et en 1929 avec La Ligne Générale. Ces 4 films muets sont consacrés à des figures révolutionnaires. La Grève représente l'ouvrier, le Cuirassé Potemkin représente le matelot en pleine mutinerie,
Octobre représente le bolchevique et la ligne générale représente la paysanne. Indépendamment, ces 4 films sont très forts, mais ils forment ensemble une sorte de synthèse de son pays, au même titre que pour Eisenstein, le cinéma représente une synthèse de tous les arts. La Grève, avec quelques autres films sortis en 1924, marque le début de l'âge d'or du cinéma soviétique. Mais La Grève est plus qu'un film. On peut le dire clairement, ce film est non seulement un ambassadeur de la révolution dans son pays, mais il est tout aussi limpide que ce film est une révolution pour le cinéma tout entier. C'est une révolution aussi bien dans l'écriture que dans le montage. Et donc grâce au montage, dont il avait découvert le potentiel avec son expérience de remontage sur le film de Fritz Lang, il va démontrer avec La Grève la puissance des images lorsqu'elles sont servies par le montage. Eisenstein va, à travers son film, créer des chocs permanents chez le spectateur. Des chocs créés par des plans qui ne sont pas censés se rencontrer, et de ces chocs va naître le sens du film tout entier. Il va proposer des choses que personne n'a encore vues à l'époque. Par exemple, il part d'un très gros plan sur un visage, pour immédiatement partir sur un plan de grand ensemble, pour revenir sur un plan rapproché sans respecter une quelconque échelle de plan. On trouve cet exemple dans une infinité de séquences de ces 4 films, mais la scène la plus célèbre, et qui parle immédiatement, c'est la scène du landau de son cuirassé Potemkin. On a en plus de ça une alternance entre la foule et l'individu, et là, La Grève est l'un, si ce n'est peut-être même le tout premier film de masse. C'est la première fois que les masses représentent le personnage principal d'un film. Chez Eisenstein, tout fonctionne par le mouvement, ainsi que par la dialectique où les contraires se rencontrent et finissent par se dépasser. Et ça, c'est un parti pris en parfait accord avec le marxisme. Eisenstein est donc un cinéaste entièrement consacré à la révolution, aussi bien sur le fond de ses films que dans leur forme. Ce côté formel travaillait à un point absolument époustouflant où la composition de la totalité des plans de La Grève donne une impression de mouvement perpétuel. Dans chacun des plans, on va trouver soit des lignes géométriques qui sont fortes, soit des contrastes de lumière, soit des regards dynamiques, ce qui fait qu'à l'intérieur de chaque plan, même si on met sur pause, on aura cette idée de mouvement perpétuel et c'est ainsi qu'Eisenstein obtient des films muets qui ne cessent jamais de bouger. En plus de ça, il était extrêmement perfectionniste et pointilleux sur de nombreux détails. Il refusait par exemple qu'on fabrique les costumes pour ses films. C'est lui qui se rendait sur les marchés et qui allait chiner. Mais c'est lui aussi qui allait trouver les visages de ses acteurs et de ses actrices. Et il organisait des castings absolument interminables dans les asiles de nuit par exemple, pour dénicher tous les visages qui composent les plans et participent ainsi au dynamisme de ses films. À l'international, le cinéma d'Eisenstein est très vite encensé et il deviendra ami avec des gens comme Chaplin. Il est évidemment le cinéaste soviétique le plus connu de l'époque partout à travers le monde. La puissance absolue d'Eisenstein, parce que c'est de ça dont il s'agit, est caractérisée par un événement qui survient en 1929 après son tournage de La Ligne Générale. Il va partir faire un voyage de 3 ans en Occident, et donc Staline l'autorise à quitter le pays, ce qui est absolument rarissime. Il ira en France, ou encore aux États-Unis, et sera même invité par la Paramount à écrire un scénario qu'ils réaliseront. Bon, pour la petite anecdote, le scénario ne sera évidemment jamais réalisé, la raison à cela est assez évidente, il a tout simplement écrit le scénario du Capital de Marx. Voilà, ça se pose là quand même. Lorsqu'Eisenstein revient en URSS en 1931, le pays s'est transformé et on est en pleine mise en place du système stalinien, et donc on élimine les opposants. La période parlante du cinéma d'Eisenstein sera donc complètement différente, mais ça nous en reparlerons très probablement une prochaine fois. En attendant, je vous conseille évidemment de voir La Grève ainsi que les 3 autres films qui composent cette fresque de l'URSS révolutionnaire absolument passionnante et novatrice à tout point de vue. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt.